Traduction française-anglaise qui est assurée dans cette session. Grâce à la gentillesse de nos amis les traducteurs qui sont fidèles et dévoués. Merci à eux déjà. Est-ce que je peux demander aux membres du premier panel de nous rejoindre sur la scène tout de suite, s'ils sont là? Monsieur Gérard Mills, Arnaud Adjagodo, Fadi Comer, Victor Alcolcer Yamanaka, Jason Morrison, and Miss Ina Lotia. Is it? Good. You have it? I may ask also to co-coordinator to join. Is it? Who is still missing? 3. They arrive. So I guess we have to start. I'd like to introduce your two moderators for these sessions. And first of all, Mrs. Ulrike Pokorski. Sorry for the Polish name? No? It's a Polish name, d'Acuna. Madame Pokorski est la chef du programme de développement de la politique de l'eau durable à l'agence allemande GIZ. Et pour ma part, je m'appelle Jean-François Donzier et je suis le secrétaire général des Alliances mondiales pour l'eau et le climat. Et nous allons vous aider à modérer cette session sur les connaissances nécessaires dans le secteur de l'eau pour répondre à l'incertitude climatique. Ulrike, quelques mots? Yes. Oh, okay. En français ou anglais, hein, c'est pareil. Yeah. Yes, welcome to this session. Welcome to the first panel. We are short on time, so I would like to jump right into the middle of things. As many of you know, the water sector is often accused by the climate change community of just being relabeling in order to attract financing and not really focus on what we have to do to really contribute to adaptation and mitigation to climate change. And this is why I would like to address the first question to the panel, which is, what do you do differently due to climate change? Do we need just telling the story differently, or do we need innovative approaches? Do you have any experiences with what to do differently? Who would like to start? Please keep short statements so we can be interactive. Yes? So, who is there? Please, Victor. Thank you very much. I'm Victor Alcocer from Yamanaka. Mexico. It is true that this is kind of not avoid to the occurrence of hydrometeorological events, but we create mechanisms that allow to reduce the impacts. First of all, Mexico has implemented a contingency plan called MX that, as you know, we have not only hurricanes, recently earthquakes, and we have in the second time the preventive programs to face drought and flood risks. And Mexico has created 3 regional hydrometeorological centers, and it's begun to work at Meteorological Monitoring Center for Mesoamerica and Caribbean. This is the new way to
confront the climate change in Mexico. Thank you very much. Yes. What is specific about climate change there? Pardon me? Hydrometeorology is not necessarily climate change specific. What is the specific elements about climate change? Well, the specific elements, it's especially we need to more data. As you know, it's very important for the mathematical models that need the more and more data for, we need to more precision in the trajectory for hurricanes. And that's the reason that creates this monitoring this and create these centers. Okay, thank you. I would like to dive deeper into the question, do we need more data or do we need innovative approaches or both? Or do we need data to be able to have innovative approaches? Is there any one of the panelists who can report on innovative approaches which we can already apply without need for further data? Yes? Look, thanks very much, and thank you all for turning up. So innovative approaches, we've spent the last 2 years looking at all the work that we've done on watershed management in the Andes area, basically in Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia. A lot of this work without climate change, so let's look at it as just an investment in knowledge and changing behavior. This is simply connecting upstream and downstream communities in a way where there is a clear benefits exchange to improve water quality, which leads to changed practice. So it's where we're not simply dealing with knowledge, we're dealing with a process of change. Knowledge without leading to action and specific behavior change, when we're looking at climate change, is either a missed opportunity or negligent. What could we say when we look at that, that work from a climate change perspective and what's innovative about it? What it means when we're engaging communities around knowledge and water and what actions, what behavior needs to be changed to become better water managers and stewards. It's about including that information that they need to be taking decisions around questions of certainty about what will be happening to water, not just in terms of flows, but precipitation and so on, and what's needed to actually reduce that uncertainty. So to some extent, there is a need for data, yes? So that information is really important at the beginning. But it's actually building into that not simply the adaptation components, how this might be identifying areas where they need to reduce hazards, but also mitigation, where actions upstream can reduce deforestation, possibly forest restoration that can have a mitigation benefit. But the third piece to this puzzle is actually the development outcomes, because actually without it being relevant to local needs and actual, whether it's food or water security and better managing land use in that landscape, it actually doesn't come with the sort of social support and the social norms around any behavior change. So I think one of the innovations that we would like to introduce or suggest is that in the programs in which we're engaged in water knowledge and data, that we're actually engaging those communities in the sorts of connections and changed governance. I don't know that that's particularly innovative, but where it's actually leading to better communication, so that when information comes in, it can be shared quickly. What we found was, without intending to do it, we had created
phone trees and ways to connect upstream and downstream communities so that in times of disaster preparedness, they could actually connect quickly to respond to that new uncertainty. So I'd suggest that there are ways in which you can introduce climate information into existing programs, transform them to actually a climate responsive program, and actually produce the right sorts of behaviors that are more resilient to climate change. I'll stop there. Yeah, thank you. I would like to go on and ask Arnaud to give us examples of, can you give examples from your work of what you could do in spite of lacking data, how you could work with the uncertainties that we have to live with, and also where are the limitations, what are things that you could not do because of lack of data and of information? Merci beaucoup, madame. Moi, je suis du Partenariat national de l'eau du Bénin, chargé de programme. Mon organisation travaille depuis plus d'une dizaine d'années à faciliter la mise en place des processus de gestion intégrée des ressources en eau. Au Bénin, particulièrement, notre expérience nous a permis de voir que, bien entendu, la question de la connaissance des ressources en eau et de l'amélioration de ces connaissances est l'un des défis importants pour appréhender la question de l'adaptation au changement climatique. Mais encore faudrait-il que les connaissances acquises soient en format adapté pour les communautés et les décideurs au niveau local. Très souvent, il arrive de constater que ces connaissances élaborées ne sont pas dans les formats adaptés pour les communautés locales pour faire face aux questions d'inondation, pour utiliser les informations dans les secteurs d'exploitation des ressources en eau afin de choisir les cultures à faire ou encore de pouvoir choisir les espèces que ces populations doivent utiliser dans le travail. Il y a des exemples concrets. Dans le cadre de l'élaboration du SDAGE, du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau au niveau du fleuve Ouémé, c'est notre fleuve national au Bénin, nous avions pratiquement fini le processus et lors des sessions de restitution aux populations locales, on a bien expliqué que ce schéma a des projets qui vont permettre d'éviter les inondations. Et elles nous ont posé la question, mais qu'est-ce qu'elles vont faire quand il n'y aura plus d'inondations? Parce que justement, ces populations avaient besoin d'utiliser les limons qu'apportaient les inondations pour faire de l'agriculture. Donc voilà des exemples concrets de savoirs locaux, de savoirs traditionnels qu'il faut également pouvoir prendre en compte dans les processus de décision. Et pour le faire, évidemment, il faut renforcer les capacités des acteurs qui sont en contact avec ces usagers, des acteurs de ces usagers eux-mêmes, pour faciliter leur participation au processus décisionnel. Ça passe aussi par la transparence dans la mise en place et la conduite des processus. Parce que très souvent, ces acteurs qui ressortent un peu du groupe société civile sont mis à côté ou alors n'ont pas l'information requise dans les formats adaptés pour une pleine participation dans les processus de décision. Nous pensons aujourd'hui que c'est gagné, la participation de tous les acteurs, mais je peux vous dire que c'est un combat quotidien. Et il faut pouvoir assurer non seulement la participation, mais renforcer les capacités pour que ces acteurs qui ont aussi à contribuer efficacement puissent le faire. So if I get you right, what you're saying is that it is more about breaking down existing information to a level that stakeholders, at the broad community base of the stakeholders, can participate in the decision process. So it's more about breaking down, translating, making available the information than about generating information. Would that be more or less the bottom line? Je travaille beaucoup avec les scientifiques. Je n'oserais pas dire que pour la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons suffisamment d'informations sur comment les changements vont se faire dans les années à venir. Mais ce que je dis, l'information qui existe, il faut la capitaliser, hein? Il faut la mettre en format adapté pour les usagers, les personnes qui ont les pieds et les mains dans l'eau,
qui est une composante incontournable lorsque nous voulons parler de la question de l'adaptation au changement climatique, et puis permettre à ces acteurs d'être dans les processus décisionnels. Donc, bien sûr, la question de la génération des données à travers des systèmes de base de données ou des systèmes d'information, oui, il faut le faire. Nous travaillons avec l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, par exemple sur le fleuve Mékrou, où on a identifié que l'un des défis importants, c'est l'amélioration de la connaissance. Il faut installer des stations automatiques qui vont prendre les données, avoir des bases de données, mais il faut aussi convertir ces informations dans les formats adaptés pour les communautés à la base, pour les migrants qui circulent dans toute la région, Burkina, Niger, Bénin, et qui aujourd'hui se déplacent carrément d'un pays et s'installent dans d'autres à la recherche de l'eau. Merci. Okay, thank you. Thank you very much for that clarification. I wanted to address my next question to Jason, but he's run away. Jason, I wanted to ask you, what role do you think the private sector is already playing in this, can play in this in the future, and what are the key bottlenecks for the private sector to have a more valuable role in this respect? Thank you. So in terms of investments in data and knowledge, the private sector is already quite active in the area of water and innovations around water. For many, this is driven by water-related risk or climate-related risk and the need to understand the nature and extent of that risk. So when you have companies, say, with a agricultural-based supply chain and the companies sourcing from various parts of the world that are rain-fed ag commodities, then companies are increasingly interested in understanding the nature and extent of their risks in that regard. Likewise, if it's a company that has high capital costs for siting of facilities in a particular location, there is a need to understand the long-term risks around water availability, and climate plays into those assessments as well. The challenge is, of course, that many times those various types of due diligence analyses are proprietary, or that information is not shared publicly. But you are seeing steps already in this in the direction of more open sharing of data and knowledge among companies and others. And a good example of this is Coca-Cola, who has required their bottling facilities for years now to do a source water vulnerability assessment. And those assessments are intended to understand the nature of water availability and potential risk to reliable supply for those facilities. In recent years, that global data set that they had accrued over the course of a decade had been shared with the World Resources Institute, which is now incorporating much of that data in their aqueduct tool, which characterizes water-related stress. But I think it's also worth noting that the potential for the private sector to play a role in the actual collection and management and better decision-making around the data. You're seeing increasingly those in the technology sector looking at information or Internet of Things technology to improve our understanding of water resources and how to better manage decisions around that. And I'll give just two quick examples. One is the telecom company AT&T that has partnered with utilities in California to do remote sensing across their pipe system to do leak loss detection. And then through that assessment was allowing these utilities to target their investments in ways that was most cost effective. And another example also in Southern California is the movie provider Netflix, which worked with a utility in Southern California, in Orange County, to use their algorithms for that Netflix has used for demand forecasting for their movies, and to apply those algorithms to the utility to be able to anticipate
the demand for water reuse projects within their district, and having a much more sophisticated understanding and geographic understanding of where within their jurisdiction there was opportunity for reuse. So those two examples simply show that when we look toward the future around smarter water management and having better systems in place, whether it's IoT or just better algorithms and predictive methodologies to be able to understand and make decisions around investments, the business community can stand to be a good partner potentially. Thank you, Jason. Thank you for touching upon also the issue of data sharing. I would like to ask each of the participants very quickly, each of the panelists very quickly, if you had €100 to allocate to data generation, data communication, so making the data communicable, understandable, and data sharing, so sharing data between different organizations, different countries, different institutions, which percentage would you allocate to which of the three? Gerald, could you start? Sure, I was going to pick up on some of the points that Jason raised, but on this one specifically, I think what we've found is that if you're looking to change behavior to manage water better, to reduce uncertainty to climate change, we found that over the last 5 years that it is the buzz that you create around information that explains about 70% of the intent to change. Okay? So my $100 would go to the way in which you communicate, particularly this is at a community level, the way in which you communicate that information to build trust and to connect those that rely on that information at both ends of that watershed. Thank you very much. Arnaud, how would you allocate your €100 or 100,000 CFA? Merci beaucoup. Non, comme je disais, c'est fondamental de pouvoir identifier d'abord de quel type d'informations on a besoin par catégorie d'acteurs. Il y a ceux qui les produisent, il y a ceux qui les utilisent. Et donc, il est important de consacrer une part importante, s'il faut même aller jusqu'à 30% ou 50%, il faudrait le faire savoir de quel type de données les gens ont besoin pour faire face aux dégâts liés au changement climatique. Et dans mon organisation, c'est aussi ce que nous essayons de faire aujourd'hui, avoir un centre de ressources qui soit capable de donner de l'information sur l'eau et sur les changements qui interviennent aux populations, aux usagers qui ont les pieds et les mains dans l'eau. Et ça, il faut bien évidemment pouvoir traduire l'information climatique disponible au niveau des centres de production en format adapté. Merci, madame. Merci, monsieur. Victor, how would you allocate your $100? Yes. And I think it's very important to generate the information, but the sensitive information. I think it is the way to protect people, and everyone. I think it's my €100 is to dedicate to generate more data, more information that is possible to protect everyone and the society. I think so. Thank you. Thank you. Jason? Let me start by saying I'm not a data scientist, but for what I know from those that work with data, the majority of the time spent is cleaning the data, which is bringing data sets together in a way that harmonizes them. So you probably have to spend a fair amount of the $100 on that. However, I think I would throw in with the earliest statements around a real need for better communicating the data, because I feel like to some extent we're awash in data, but what we lack is that progression of data to information, to knowledge, to inform decision making. And right now we are not using the data we have to inform smart decision making around water and climate issues. So a degree to which we can use existing data, clean it, but then make sure it's used by the decision makers to actually inform their decisions, I think that's where the money needs to be spent. Thank you very much. Unfortunately, the time is very short for this panel. I would like
each of you to make one final statement. Try to make it Twitterable. So make it short and really to the point so that we could Twitter it out as a key message from you to the world. You want to start, Gerald? You can have a second to think. Someone else would like to take the lead. Can we do more than 140 characters? The biz community is investing in water and climate resilience, looking for partners. Great, thank you. Victor. I will like to only say that it's very important information, but I think in Mexico it is possible to we can create mechanisms to allow to reduce the impacts. I think it's create more centers and create more information. I think it's the way to front to the climate change. So the Mexican version of Yes We Can. Yes, it's possible. Because simultaneously, actually in September, we have every week hurricane, and unfortunately, we at almost same time, we have 2 earthquakes. These earthquakes and hurricanes simultaneously. Thank you very much. Thank you. Thank you. Arnaud, votre message. Merci. Je dirais tout simplement redonner au savoir traditionnel leur place dans l'amélioration des connaissances liées à l'eau et rendre effective la participation de la société civile et des usagers au processus décisionnel. Merci beaucoup. Gerald? Okay, so Twitterable. Climate change needs behavior change, water knowledge for action to reduce uncertainties. Thank you very much. Thank you a lot for taking the energy, the time to reduce to this very short time frame. I think you've given us a lot of insight in a short time. Thank you very much, and I hope you enjoy the rest of the session. Maintenant, nous allons appeler à la tribune des représentants des bassins, notamment des bassins transfrontaliers. Willem, Leila Missane, Lamine, Georges Gulen-Yuga, Tupka Bonega et Martine Rohrbrossard, qui est là depuis ce matin, fidèle. Prenez les places que vous voulez. Où est Mme Boguena? C'est bon. Alors, qui est-ce qui nous manque? Où est-ce qu'elle est? Leila Missane. Bon, alors, le bassin du Niger. Sokakemono. Ok, bon. Je vous propose de démarrer en remarquant que nous avons maintenant à la tribune en fait que des bassins transfrontaliers. Alors, il y a une première question qui vient à l'esprit. C'est sans doute différent entre les bassins européens et les bassins africains, puisqu'on a ces 2 catégories de bassins avec nous cet après-midi. Est-ce que les États membres, parce qu'en général ce sont eux qui produisent les données, vous donnent les données dont vous avez besoin pour concevoir vos politiques, établir les plans de gestion de bassin, en assurer le suivi
Et est-ce que vous avez des données qui couvrent en fait toutes les catégories de besoins? Souvent, on a l'hydrométéorologie qui est relativement bien couverte, je pense pour les pays en développement. On est déjà moins informé de la qualité de l'eau, moins informé sur les usages de l'eau, sur les rejets. Les écosystèmes aquatiques sont parfois difficiles à bien identifier, voire même à qualifier au niveau de leur qualité ou de leur fonctionnement. On parlait tout à l'heure de la connaissance des populations locales, ce qui nous ramène à des notions de données sociologiques ou évidemment économiques sur la façon dont les populations utilisent l'eau et comment elle se situe par rapport au changement. Et est-ce que par rapport à la problématique du changement climatique, plus d'inondations, plus de sécheresse, on parlait en plus des cyclones quand on est dans la zone Caraïbe comme le Mexique, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens d'élaborer des prospectives suffisamment fines pour savoir grosso modo comment les choses vont se passer dans vos bassins? Voilà, je vous livre tout net cette batterie de questions, en connaissant parfois déjà les réponses, mais en vous laissant les donner. On commence par quoi? Les bassins européens? Alors allons-y pour le bassin de la Meuse. Bon. J'hésite à parler français ou anglais. Comme tu veux, c'est l'un ou l'autre. J'essaye en français. Allez. Bon, d'abord, merci pour l'invitation d'être ici aujourd'hui et de partager les expériences entre nous. Merci pour cela. Sur la question des fonctions... Ah, the bottom. Ok, ça va mieux. C'est le bouton vert. Ok. Bon. Concernant la question des coopérations et les qualités des données utilisées, c'est-à-dire que le traité de l'eau de l'UNECE de 1992 nous a porté ensemble dans la coopération important, et ce sont les directives européennes, notamment les directives cadre eau et les directives risque inondation, être des directives obligatoires pour les pays, qui nous ont beaucoup aidé à ce que les pays ont les mêmes données disponibles, et ils sont aussi obligés de partager ces connaissances dans le bassin. Donc, ça, c'est l'évolution, ça, c'est la situation. Pour ce qui concerne la situation et l'information concernant les changements climatiques, la situation est actuellement, à mon avis, que chaque pays est en train de faire ses analyses et de faire ses stratégies. On échange l'information là-dessus. On est dans un stade d'échange d'expérience et d'informations sur ce qu'ils font. Ça, c'est tout pour l'instant. Donc, vraiment, les informations dans le contenu sur ce thème changement climatique, ce n'est pas encore le stade où on est arrivé. Oui. Merci. Et dans le bassin du Rhin, pour rester en Europe? Merci, monsieur. Merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est un plaisir d'être à Bonn. Le Rhin passe à Bonn. Le Rhin, c'est 1200 km, c'est 800 km de fleuves navigables. Tout le bassin du Rhin, ça comprend 60 millions d'habitants, 30 millions de personnes sont fournies en eau potable par le Rhin. Tout ça pour dire que les données... Le monitoring, les données sont particulièrement importantes. Ce sont 9 pays plus l'Union européenne qui partagent entre elles tout le bassin du Rhin et qui s'échangent sur les données. Vous vous souvenez, au début du XXe siècle, le Rhin était en très mauvais état. Il y a eu des événements particuliers, il y a eu des accidents, mais il y a eu aussi
une mauvaise prise en compte du rôle important du Rhin au niveau de la qualité, au niveau de la quantité, au niveau de l'écologie, qui a fait prendre conscience à tous les utilisateurs qu'il fallait mieux le connaître. Il y a eu beaucoup d'activités de monitoring qui ont été mises en place. Et je pense que grâce à ces efforts communs entre toutes ces personnes, tous ces pays, grâce à un très bon secrétariat de la Commission du Rhin, on a actuellement de bonnes données. Donc, on les a, ces données, concernant les changements climatiques. Ça fait déjà une dizaine d'années que les ministres du Rhin se sont rendus compte qu'il y aura un impact important des changements climatiques sur le Rhin, qu'il y aura un impact sur les utilisateurs du Rhin, et qu'ils ont commencé à faire des scénarios. Et on a maintenant ces données, elles sont disponibles. Dans le domaine de l'étiage, on n'en a pas suffisamment encore. Ça reste important de développer ces données, de pouvoir les partager. Bien. Donc on peut dire grosso modo que sous la pression des directives européennes, les choses sont de plus en plus satisfaisantes au niveau de l'Union européenne et des pays voisins associés, et qu'actuellement, même s'il y a encore des progrès à faire, vous avez les moyens d'un bon monitoring et d'une bonne prospective. Je me trompe ou non? Je ne vous ai pas trahi? C'est à peu près ça. Oui, je crois que c'est ça, que les directives européennes nous ont beaucoup aidés à recevoir les données comparables, et ça nous aide beaucoup. Oui. Ouais, parce que les données sont désormais comparables entre les pays riverains. Oui, beaucoup plus qu'avant. Aussi sur le Rhin. Oui, c'est correct. Les directives de l'Union européenne jouent un rôle important, mais avant d'avoir ces directives, il y a une pression du public, des utilisateurs qui ont influencé la politique, et la politique a développé les mesures qui nous ont emmenés ici. Alors, je me retourne vers nos amis africains. Pour vous, c'est pareil? Ça marche aussi bien? Tous les pays vous donnent toutes les données que vous voulez, elles sont harmonisées, et vous avez tous les moyens pour préparer vos plans de gestion et élaborer les politiques correspondantes, ou c'est plus compliqué que ça? Qui commence? Madame? D'accord. Ok, merci. Merci de nous avoir invités. Je représente l'autorité du bassin du Niger, et le fleuve Niger est un fleuve long de 4200 km qui traverse 9 pays de l'Afrique, et qui a une surface de 2,1 millions de kilomètres carrés et 1,5 million de surfaces hydrologiquement actives. Donc, les 9 pays partageant ce bassin ont reconnu le problème climatique qui est en train de frapper de plein fouet le fleuve Niger. Avec, on observe l'ensablement, la diminution des écoulements d'eau et tout ça. Donc, les pays, en 2002, ont décidé de s'engager dans une vision partagée. Et tout au long de cette vision, ils ont pu adopter des outils juridiques et institutionnels pour permettre à l'autorité du bassin du Niger d'assurer le rôle qu'ils lui ont confié. Donc, parmi tous ces outils qu'on nous a donnés, il y avait la charte de l'eau qu'ils ont adoptée, mais l'ABN pense que c'est avec la collecte des données qu'il peut avoir beaucoup plus d'impact et pouvoir faire face aux nombreux défis du bassin du Niger. Donc, nous avons développé en 2007 l'Observatoire du bassin du Niger, qui est en charge de la collecte de données. Nous avons d'abord commencé par le système classique
de collecte de données et récemment avec la coopération avec les Pays-Bas, le CNES à Toulouse et l'IRD à Montpellier, nous sommes en train de passer à la collecte des données hydrologiques, de collecte des données par satellite. Donc, nous sommes en train d'aller vers la modernisation et nous savons que c'est très important pour la prise de décision et aussi pour concevoir les projets pour permettre à la population qui est déjà assez pauvre pour sa résilience face au changement climatique et la résilience des écosystèmes, même du fleuve. Très bien. Fleuve Sénégal. Merci. Nous avons, je pense, un peu les mêmes difficultés que certains bassins versants pour les données, en rappelant que le fleuve Sénégal, moins grand que le Niger, fait 1800 km de long, avec 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Avec des données qui, pour nous aussi, représentent un âge de taille, parce que certains connaissent un peu notre spécificité. Nous avons des ouvrages communs que nous gérons, non pas au niveau étatique, mais au niveau sous-régional. Autrement dit, à la différence de certains bassins où un barrage national est géré par des données nationales, nous avons des ouvrages sous-régionaux, donc nous avons besoin d'une base de données qui permet de gérer tout le bassin, d'amont en aval. Mais le problème que, autant pour les données météo, le réseau de stations est assez bien pour les pluviométries. Pour certaines données hydrologiques, les pays ont leurs stations. Mais au niveau régional, vous vous rendez compte, on a plus de 150 stations dans les pays. Le réseau géré par l'OMVS au niveau du Haut-Commissariat suivi fait en moyenne une quinzaine de stations. Ça montre déjà que le premier problème, c'est le maillage du réseau. Et c'est important pour avoir des données fiables, pour faire des modèles, pour suivre également les ouvrages, surtout le niveau de remplissage des réservoirs, pour faire des prédictions. L'autre problème également, c'est les méthodes de transmission pour certaines données climatiques, dont nous avons besoin de plus en plus pour les prévisions. Les données sont collectées entre le temps de la collecte, le temps de la transmission, il y a un écart qui ne favorise pas du tout souvent l'usage de la donnée tel que cela doit être, sinon on a des modèles. Pour les autres données que vous avez citées, les données liées à la qualité, là, ce sont des déficits, aussi bien au niveau de l'OMVS que dans beaucoup de bassins versants africains que je connais. Autant la qualité, les autres surfaces sont suivies. Les eaux souterraines et la qualité de l'eau constituent des données dont le suivi laisse à désirer. C'est le cas aussi pour les zones humides et pour certaines données qui sont importantes pour le volet changement climatique. Les images vont apporter dans l'avenir de l'information, mais de l'information que nous comptons renforcer avec ce que nous recevons déjà des États. Nous avons un réseau où chaque État contribue. Les États nous donnent les données, ça il faut reconnaître. Mais les États nous donnent ce qu'ils ont. Et maintenant, pour améliorer même le système de collecte, l'OMVS appuie tous les États membres financièrement pour renforcer le système de collecte, surtout pour les stations dont les données sont prioritaires pour nous, pour le suivi global du bassin versant. Merci. Alors nous a rejoint Georges Golem-Vuga, qui est le directeur des ressources en eau de la Commission internationale du Congo et de ses affluents. Pour repartir sur les mêmes questions, on dit, c'était présenté par la SICOS, que le réseau hydrologique du bassin du Congo aujourd'hui est en diminution par rapport à ce qu'il a pu être plusieurs décennies précédentes. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez les données qui vous sont nécessaires à la fois pour gérer au quotidien le fleuve et ses affluents, et surtout, est-ce que vous avez les moyens de prospective qui permettent de savoir comment les choses vont évoluer avec le changement climatique? Et puis également, au-delà de l'hydrologie et de la météorologie, est-ce que vous pouvez suivre aussi, via les États membres,
ou directement par la Commission un certain nombre d'autres paramètres comme la consommation de différents usagers, la navigation, les eaux souterraines ou le fonctionnement des écosystèmes, pour ne parler que de certains d'entre eux. Je ne parle même pas des données économiques qui sont aussi éventuellement intéressantes. Merci, Monsieur Donzier, pour avoir associé la SICOS à cette réflexion, la réflexion sur l'amélioration de la connaissance sur les ressources en eau de manière générale. Et comme on le sait, les bassins du Congo, c'est le second bassin quand nous parlons en termes du fleuve, second au monde après l'Amazone, avec un grand débit et une superficie de plus ou moins 4 millions de kilomètres carrés. Vers les décennies, comme vous venez de le dire, 1970, nous sommes à plus de 400 stations pour le suivi de la ressource. Et la situation étant avec des difficultés économiques au niveau des États, parce que la ressource est suivie, c'est une activité régalienne des États. On est passé de ces plus de 400 stations à une vingtaine de stations aujourd'hui. Donc, vous imaginerez comment on ne peut pas maîtriser même tous les signaux de stress hydrique qui se sentent déjà dans la plupart des sous-bassins, surtout les bassins du nord avec l'Ubangi qui subit l'avancée de l'onde de la sahélisation, et aussi les bassins du sud qui suivent l'avancée de l'onde du Kalahari, donc du désert du Kalahari, où de 2 mois de saison sèche, on est en train de passer à 6 mois, mais ça se constate pas avec un réel suivi à travers les stations. Et rapidement mis sur place, la SICOS, en 1999, elle a reçu mandat de coordonner la donnée hydrologique afin de produire l'information au niveau régional, sinon au niveau du bassin, parce que c'est à cette échelle que la ressource doit être gérée au niveau du bassin. Donc, immédiatement, avec l'appui des partenaires financiers comme l'AFD, avec l'appui technique de l'EMM, l'initiative Congo-Écosse a été lancée, donc, où on a dimensionné un minimum de stations référentielles à 150 pour commencer donc, à travailler avec les services nationaux hydrologiques qui devraient porter cette activité. Et à côté de cela, avec l'amélioration des technologies spatiales, du suivi de la ressource, donc l'altimétrie spatiale, la SICOS a été sélectionnée comme organisme de bassin, avec donc les bassins du Congo, comme bassin pilote pour expérimenter les suivis hydrologiques avec l'altimétrie spatiale. Nous sommes en train déjà d'obtenir une base de données de plus de 500 stations que nous appelons des stations virtuelles. Et pour améliorer la qualité de celles-là, parce qu'il s'agit du spatial, il fallait vite passer à travailler avec un minimum de stations in situ pour calibrer ces données du spatial, mais qui donnent déjà une certaine satisfaction. Pourquoi le spatial et cette innovation? Parce que même si on arrivait à couvrir les bassins avec ces 400 d'autres fois ou plus que ça, il y a toujours des parties dans les bassins du Congo inaccessibles, surtout dans la partie centrale, dans la cuvette centrale, avec un couvert forestier important, des surfaces inondées sous forêt. Mais aujourd'hui, nous pouvons suivre la dynamique de ces surfaces inondées avec l'altimétrie spatiale. Donc ça, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, en perspective. Et nous pensons que cette nouvelle technologie, à côté, bien sûr, d'un réseau acceptable des stations in situ, va faciliter les suivis
de la ressource au niveau du bassin du Congo. Et à côté, comme on le sait, il y a des outils maintenant en termes de modèles pour les estimations éventuelles sur certains points pour la location. Vous l'avez même dit, il y a les demandes qui viennent de la connaissance du tirant d'eau et le nombre de jours de la navigation en fonction du tirant d'eau. Donc la SICOS aujourd'hui est en train de produire des bulletins qui donnent les hauteurs d'eau, qui guident les navigants à bien charger leurs bateaux. C'est au niveau de l'adaptation, parce qu'il y a certains cours d'eau qui étaient navigables 12 mois sur 12. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois, 7 mois seulement de navigation. Donc, même les gabarits des bateaux, des barges qui y naviguaient sont en train d'être diminués. Il faut vite s'adapter à ces tirants d'eau qui s'offrent aujourd'hui à cette activité. Et c'est une activité, c'est suivi, où ces données que nous recevons sont en train d'accompagner les producteurs de l'hydroélectricité, comme la grande société qui porte Inga Lasnel en République démocratique du Congo, mais aussi d'autres. Mais il y a aussi ces informations qui sont produites avec les modèles d'allocation des ressources et pour la planification des différents aménagements qui peuvent impacter la ressource au niveau des pays. Jusque-là, comme on l'a dit, la ressource, en termes de la ressource en surface, les eaux en surface, nous ne sommes pas encore en train d'aller vers le suivi des eaux souterraines, mais c'est une nécessité parce que dans beaucoup de parties, les villes et les cités sont alimentées par les eaux des eaux souterraines, donc par les forages et les pompages de la nappe. Donc voilà un peu, c'est très très important que cette activité puisse se développer parce qu'on ne gère que ce que l'on connaît. Donc s'il n'y a pas la connaissance de la ressource en quantité et en qualité, il est difficile de booster le développement socio-économique sur ces grands bassins et bien les gérer en face ou dans ces contextes du changement climatique. Voilà un peu quelques informations qu'on peut porter à ce niveau. Merci. Merci. Donc si je peux synthétiser un petit peu les choses et répondre d'une certaine façon à la question que posait Ulrike tout à l'heure, la balance entre la production des données et l'amélioration de leur utilisation, ça dépend beaucoup en fait de la situation locale des bassins. On est déjà dans un domaine en Europe où c'est plus la communication des données vis-à-vis des citoyens et des travaux de prospective qui sont nécessaires, alors que dans la plupart de vos bassins africains, même si la communication des données est importante, il faut encore les produire et les produire dans des conditions qui souvent sont difficiles et pour lesquelles, dans le futur, parce que soit le satellite d'observation de la Terre, c'est 2020, donc c'est demain, pas hier, hein. Les nouvelles technologies permettront sans doute d'améliorer les choses et en tout cas d'accélérer le processus d'information. Pour conclure cette table ronde, parce que je regarde aussi le chronomètre, si vous aviez un rêve, vous êtes gestionnaire de bassin, alors ça sera peut-être un peu plus cher que les 100 € de tout à l'heure. Disons si vous aviez quelques millions d'euros à dépenser ou que vous demandiez à vos États membres de dépenser, quelles seraient pour vous les priorités? Alors on va commencer par les Européens. Tout va bien? William. Les priorités, je pense la communication extérieure concernant l'importance de la coopération transfrontalière, donc mettre à la connaissance des gens ce que les commissions font, je pense que ça c'est très important. Et le deuxième, et aussi le thème spécifique pour le bassin, c'est notamment l'étiage. C'est l'étiage qui est pour la Meuse très très important. Donc ça mettre en avance. Et deuxièmement, je pense investir dans les facilités à coopérer ensemble.
Ça, ce sont les deux priorités, je pense, 50-50. C'est-à-dire, en fait, renforcer le rôle des commissions internationales en faisant en sorte qu'elles aient les moyens, notamment d'une communication à l'échelle du bassin vis-à-vis des habitants du bassin. Exactement. Vers information, vers les habitants, investir dans la coopération des pays entre eux, facilitée par la Commission. Ce sont les deux axes. C'est aussi une des perversités de la directive cadre et des autres directives, c'est que c'est les États membres qui sont responsables devant la Commission. C'est sûr. D'accord. Et là, alors, le Rhin, faites un rêve en franc-suisse. En franc-suisse, donc je ne vais pas le chiffrer, le rêve, mais moi, j'aurais comme rêve de mettre sur le Rhin, de mettre une péniche sur le Rhin pendant une semaine, avec tous nos stakeholders, les parties prenantes, les utilisateurs du Rhin, sans iPhone, sans ordinateur, sans rien du tout. Ah là, c'est un rêve. Hein. Isolés pendant 5 jours, et ensemble, ils réfléchiraient en tant qu'agriculteurs, en tant qu'industrie chimique, en tant qu'industrie hydraulique, en tant que citoyen. À quoi me sert le Rhin? Quelles sont les utilisations du Rhin que je fais? Et qu'est-ce que je suis prêt à mettre en contrepartie pour vraiment protéger ce Rhin, pour qu'il continue à long terme à avoir et faire ces services écosystémiques qu'il a eus jusqu'à présent? Voilà mon rêve. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous recoupez tous les deux en disant que l'identité du bassin transfrontalier n'est pas encore suffisamment visible auprès des habitants et peut-être même des décideurs politiques. Des décideurs politiques et des acteurs, des acteurs économiques aussi. Les acteurs économiques. Mettre tout le monde ensemble et réfléchir ensemble à quoi il nous sert et comment ensemble est-ce qu'on peut le protéger pour qu'il continue à long terme de mettre à disposition ses services. Alors en Afrique, la somme serait sans doute plus importante. Qu'est-ce que serait votre priorité d'investissement sur le bassin du Niger? Pour le bassin du Niger, je crois que pour les 9 pays membres, je leur dis que la collecte de données n'est pas suffisamment prise en compte par les États dans la planification. Et nous savons que les phénomènes climatiques n'ont pas de frontières. Il est donc nécessaire de les gérer de manière concertée. Il faut une synergie d'action. Une synergie d'action est plus nécessaire, plus que nécessaire de la part des décideurs du monde, non seulement des 9 pays membres de l'ABN. Il faut la sensibilisation, le renforcement des capacités et la mise en place de mécanismes de financement durable des activités de collecte et de gestion de l'information sur le climat qui contribueront à la prise de la bonne décision pour la sauvegarde des écosystèmes dans notre biosphère. Merci. Le Congo, je pense que vous avez les mêmes soucis. Qu'est-ce que vous rajouteriez de plus? Oui, c'est mettre le focus sur la communication de l'importance de la donnée hydrologique. Parce que s'il y a faiblesse de financement, on s'est rendu compte qu'au niveau des décideurs, ceux qui doivent apporter le financement, la compréhension dans un bassin qui est relativement, entre guillemets, on le dit, d'abondantes ressources, quand vous allez vous dites, nous voudrions mesurer la ressource, mais on dit, mais messieurs, qu'est-ce que vous voulez? L'eau est là, ça vient en pluie, ça coule en rivière. Et on n'arrive pas à intérioriser l'importance de la donnée hydrologique. Donc, il faut le focus sur la communication pour montrer que la route, les ponts qui doivent traverser un cours d'eau, les barrages qui doivent se construire, ça utilise la donnée hydrologique. Nous avons pris des exemples des ponts qui ont été construits d'il y a quelques 2 ans, 3 ans, qui tombaient un à un par les financements que les pays ont reçus. Et nous avons suivi cette opportunité pour leur dire ça a été dimensionné sans la connaissance réelle des comportements de ces cours d'eau. Donc, c'est les moyens qui sont engloutis. Donc, le focus sur la communication
au niveau des décideurs. Sur l'importance des données pour la décision. Voilà, pour l'importance des données, c'est très capital. Et par rapport aux acteurs qui ont en responsabilité les suivis, c'est les partages. Et nous, comme structure partage de la donnée, nous, comme structure de bassin, nous avons l'obligation de donner l'information utilisable, consommable par les différents usagers. En termes, pour les bassins du Congo, la navigation, pour les exploitants de l'hydroélectricité, et à comprendre que c'est cette donnée ou c'est cette information, des alertes en termes d'inondation et autres, quand il y a cette information que nous, structures régionales, nous portons, ça va encore faciliter la mobilisation des moyens financiers pour qu'il y ait pérennisation du suivi de la ressource. Lamine, quoi d'autre en plus pour le Sénégal? En plus, avoir demain un bassin versant où la donnée se finance facilement. Parce que si le problème on l'a, c'est qui finance l'information. Je pense qu'il faut qu'on arrive un jour à un système où les mécanismes de financement de l'information sont bien huilés et que ceux qui bénéficient de l'information contribuent au financement de l'information parce qu'ils connaissent l'importance de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Et aussi, comme on est en train de rêver, avoir demain aussi un système de réseau de qualité assez important, comme on l'a dans certains bassins que je visite parfois, où des bureaux, on puisse voir un peu le niveau de la qualité de l'eau dans le bassin versant, parce que cette eau dans le bassin du fleuve Sénégal est utilisée pour différents usages, mais également pour l'alimentation en eau de population importante. Et le dernier rêve, que le bassin du fleuve Sénégal ne soit plus une zone de départ pour les capitales africaines ou l'Europe, mais une zone d'accueil parce que prospère et riche. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vous propose d'applaudir nos panélistes, parce qu'ils ont été très clairs et que leur expérience de terrain est vraiment très intéressante. Merci. Et nous vous appelons le dernier panel, en sachant qu'on va être pris par le temps, mais que c'est la règle du jeu habituelle. Yes. Donc, Blanca. Monsieur Johannes Kuhlmann. John Matthews. Ah, c'est l'UNESCO. John Matthews, if you may join us on stage. Bonjour, ça va? Betsy Otto. Bon courage. Sonja. Où est Sonja? Elle est là, la voilà. Monsieur Patrick Stockling. Vous êtes là. Et le docteur Julien Harou. Comment prononcez-vous? Julien Harou. Harou, c'est bon. Bon, vous devez avoir... Où sont-ils? Non, mais ils vont vous dire. C'est bon? Oui, bah, très bien. OK. Tout le monde est là. D'accord. Merci, Jean-François. Thank you, dear panelists, for your patience. Thank you for being here. We go to the last panel of this session, which is the panel with a more global aspect. And I would like to jump in right into the first question, thinking the need for more information, the need for more data, the need for more research has been voiced all over the place. On the other hand, not everybody knows that this year is actually a birthday year. It's 120 years ago that the physicist Arrhenius proved the effects of greenhouse gas emissions and predicted climate change. It was scientifically proven 120 years ago, and for, I think, 100 years, nobody believed him.
So what the question I would like to raise is, what are the real bottlenecks? Do we lack research? Do we lack data? Do we lack credibility? Do we lack political will? What is it that it takes to act? And what is it that we can already do without further data? And for what do we really need further knowledge? Who would like to make a start diving into Blanca? Hello, I'm Blanca Jimenez from UNESCO, the International Hydrological Program. As traditionally from the area that works in science, I could say that we lack data, we lack research. But I think that that's not the point. We lack smart research, smart data, and most of all, smart monitoring. We've been listening during these sessions that we need more data, but when the different ministers were talking, they were talking about different type of data. Some were hydrological data, others were about water quality data. They didn't speak about the social and economic data. And all this information has very different costs, and we have not taken the opportunity to think how we are going to connect all this data that comes from different disciplines. And it's precisely climate change that who is making us think about it, because when you are making studies of climate change, you need a long series of data in the past to be able to make projections to the future. And when you try to collect data from the different disciplines, it's almost impossible to do it in many cases, because the duration, the monitoring protocols, the frequency of the data is not the same, so you cannot match the data. That is what is one of the reasons for which it's very difficult to interpret this data. So looking out to the future, that's why I'm saying we need to do smart monitoring, and that means working not only with the water community, but with many other communities that are also related to water. You can find data concerning water in the health sector, but they have different protocols of monitoring. Thank you, Blanca. Betsy, you want to add something? Yes, so I'm Betsy Otto. I direct the Global Water Program for World Resources Institute. And there's been some reference made to a data tool, open access tool that we've created using the best available global data sets called Aqueduct, that many in the private sector and now more and more governments and other users are accessing. I would say three things. I think you've laid out the question really nicely, Ulrika. Is it data? Is it research? Is it credibility? Is it political will? My answer is yes. The three things I would point to is that we have been losing our in situ observation network over time. We need to continue to invest in that globally. There are many things that we can do with remote sensed information, but in order to calibrate, in order to have a better sense of how well our models and even our remote sensed information works, we need a better on the ground monitoring system. If we think about medicine or other areas where we've continued to invest in good information and networking of that information, we have not done that in water, as important as we say that water is. The second piece that Jason mentioned and a couple others have mentioned is that we are awash in data, actually, in the world. It's very difficult to harmonize and bring that information together. We need better protocols and methods for knitting together that data, which leads to my third point, and others have mentioned this as well, which is what data do we need for which kinds of decisions? And those of us that work in the water space and know anything about hydrology, I think we sometimes fall in love with the complexity of hydrology, and it is complex, without question. But we don't always need to understand every bit of that complexity for certain levels of decisions. And I think we often miss the opportunity to talk to ministers of finance
and leaders in other ministries outside of water to help them understand the connection to the decisions they're making around energy and food and city and other economic development questions. And we honestly, in many instances, have enough data right now, enough information to make better decisions. So I think decision-relevant data, understanding that, and then being able to connect those sort of top-line decisions to the very specific and challenging water management decisions or project design decisions, whether a dam or a bridge or a natural infrastructure investment at the local level. That challenge of top-down and bottom-up, we also need to address. Thank you very much, Betsy. You said in many cases we have enough data for decision. I would like to dig further into that with a provocative question. At this time of, you know, we're living in an era of fake news, on one hand, of alternative facts, on one hand, and on the other hand, are there people using the lack of data as an excuse for doing nothing? Who would like to take this provocative statement and react on it? Julien? Okay, so I think that's related to the last question. Do we need more data? Well, because you want tweetable things, let's be provocative. We don't need more data. Okay, the name of this session is Climate Uncertainty. When are you going to get data about uncertainty? By definition, you can't get data about things that are uncertain. So the data conversation is irrelevant when you're talking about uncertainty. Now, that being said, that was the controversial part of the statement. Obviously, baseline information is very valuable, and it will always benefit analyses. But we are talking about here about water interventions. These aren't river basins. These are assets that are going to be there for 100 or 200 years. So do we know supply? We don't even know supply now, so why should we worry about data about things that are going to happen in 100 years? There is no data. Okay, there's not going to be data about 200 years from now. So we have to switch completely our mindset, and there's a lot of other academics and practitioners that are, we have to worry about decision relevance, and that's the word that you just said. The business that we should be in is strategic assessment of interventions under deep uncertainty. Deep uncertainty means there's not only no data, but there's no probability distributions, so we can't use traditional engineering methods. We have to use strategic assessment under plausible ranges of futures. And there's a whole set of academics. John is friends with many of them, or most of them, and a lot of them are being applied. There's a new set of approaches that are not data intensive. They're sometimes called bottom up. There's all sorts of names for them, but they use these decision making under uncertainty. And so, you know, not having data is definitely not an excuse for actions. I mean, people are investing billions of dollars in infrastructure right now, and no one who's doing that has data about the future. So it's all about making decisions that are resilient, robust, and sustainable despite future uncertainty. There are methods to do that, and John and I and many of others here will be delighted to speak with you about them. And they've been used right now by utilities, by river basin agencies. They're very successful, they're pragmatic, they take a few months, and they should definitely be used. And no one should be talking about data or worrying about data, because there's no data for 200 years from now. Thank you very much for that passionate statement. Managing uncertainty, Johannes, do you have any advice about how we can get better in the water sector and beyond, working with the uncertainties that are inherent to climate change? Uncertainty is a nice topic. So there's probably 2 or 3 different aspects to it. One, I think, is, and I differ a little bit from what we have heard now as the one side of the data coin. I think data is needed to reduce uncertainty in the way we can predict the future. So our climate models and our regionalization tools are fed with data, and we are only so bad at the moment in predicting the future because we have no records from the past. So one thing is we need to have a real change of mind in how we think the value of data. And yes, it's important that we focus on those data that are relevant for now, for, I don't know, building a dam or improving a
food scheme for the next 20 years or so. But in reality, we also have a responsibility to change a way how we think the value of data is for the future generations to come. I mean, we have models now that can crunch many more data that we have. We would be better in doing so many things if we had these data. And as an example, you can take the weather forecast, totally unrelated to climate, but now people believe in a 1 to 3 day weather forecast because we have these data now. 20 years ago, well, it was a 50-50 game. You took your umbrella or not. So we really need to change that. So uncertainty has to do with reducing the bandwidth of the model outputs that we have for different timescales, and therefore we really need to have more data recorded, archived, because our data streams, even if we exchange them, they are not available at a good scale, and that is in space and time to really improve modeling. And then I think there's one more aspect about improving how we can deal with uncertainty, and that goes a little bit into what are really the important things in uncertainty, what are the factors in the uncertainty. And the uncertainty is highest in the tails of the distributions I have heard talking about before. So in the really extreme cases, the very dry or very wet cases, and there we just, for what we can do to bridge the time that we need to build up new ways how we think data and the value of data, we need to improve the exchange of methodologies. And there's a lot of activities. UNESCO is active in that field. FAO has initiatives. The Global Water Partnership, together with us, we run help desks for those extreme cases where we can try to manage the uncertainty in a transitional period to where one day we will hopefully be able to really quantify it better. Thank you. Sonia, could you very quickly say something about which information, which data do you think are most crucial to avoid important bad decisions? As you know, I'm representing a water convention working on transboundary issues, and we have heard from the river basins before what their view on the whole situation is. So I would say that we need to know from the transboundary perspective what are the current vulnerabilities in order to take good decisions which at the basin level make sense in order to not increase vulnerability somewhere, and we need to establish the monitoring systems throughout the basin in a way which is harmonized and which takes into account future climate change needs. And maybe I stop here because I believe there are much better experts around the table than myself. Thank you very much. Ambassador Suckling, I would like you to focus on what it takes for policy decisions, for really transformational change to take place. What does it need for policy decisions to be really based on the available information, on the available evidence? And why does it so often not happen? And what can we do better for water issues to find their way into the big decisions around climate change? Oh, thank you for that. Well, Australia is the driest continent, so we do struggle with water. We have very significant challenges, we always have. As one of our famous poets said, we're a land of droughts and flooding rains. So it's not one, it's the other, and therefore management of water is critical in our experience, has been critical and continues to be critical. Your question, I think you answered at the beginning with your opening 4 questions in terms of what does it take to build and develop successful policy. That's research. Data, Australia obviously thinks data is absolutely critical, notwithstanding the comments about unpredictability looking into the future because of climate change, but nevertheless data can be and is important.
And then the political will, and part of the political will is developing the right constituencies, the right processes of consultation in terms of the way you develop your policy. So if we look at the Australian experience, for example, we have this river basin called the Murray-Darling River Basin, where one of our major food grain bowls sits, which is the size of France and Spain combined, so it's a large area. And that major river system was effectively dying because of the misallocation, the misuse of water, including because we have a federal system, so different states were pulling out different bits and pieces of water. So for us, the first thing was to get a national drive on how do we address this problem, consult with all of the different stakeholders, which were the farmers, the cities, the environment, the river itself. We spent about $1 million developing some dynamic modelling called SOURCE for river basin-wide management of that entire basin. And through that, a highly sophisticated, based on data, based on research, based on community consultations and consensus building, and then based on a dynamic modelling system for water allocation buttressed by a whole lot of initiatives to improve irrigation systems, for example, we managed to save that river, increase water allocations to different constituencies, dynamically redistribute as needed for volume. And that model has become a world's best practice as far as we're told. And we're now looking to export that into other countries. So, for example, we're doing river basin management in India using all of these principles. So it's a systemic approach to build coherent government policy. I would say in terms of exporting our experience, our learnings, our best practice to developing countries, which is not something we've focused on at the moment, that's a completely different ballgame, because in Australia you have a very sophisticated, very long-standing basis of science, data, expertise. In developing countries, many of those things are not present. So as part of our participation in the high-level water panel, on the high-level panel on water, the United Nations is running. Our Prime Minister has offered for Australian leadership to help, as someone on the panel was saying, develop the right toolkits to use data in a smart way. And for developing countries, that often means simplifying it, streamlining it, going back to first principles. So one of the things we're doing under this panel is the World Water Data Initiative, where we are looking at how can we reduce the costs and complexity of developing countries to make evidence-based decisions about water. That evidence base is really important. And the first products of this initiative will be guidance materials on the policies and management arrangement for making the best use of water data. In addition to that, then, once you've got the data right, how do you most efficiently use the water? And so in that context, we were also creating a water guide where, again, we can help developing countries off the back of our experience, but catered to developing country capabilities and capacities where we understand from their perspectives. They say they want support to build those up. From a first principles basis, we provide guidance on how to more efficiently use water for different constituencies. So it's not easy, it's very complicated, as everybody knows, and Australia by no means has all the answers, and we've made some horrific mistakes ourselves in the past, but we hope collectively, working on these sorts of things, we can together go forward to better management of water, which is the most precious thing for every person on the planet. Thank you very much. You started your statement with stressing how water scarce Australia is in some places. We heard from the representative of the Congo Basin before how difficult it is to raise the awareness, to raise the willingness to act in a basin that is not water scarce. So I wonder whether what it takes is to capitalize on the disasters politically, so to make something happen, whether as long as we do not have the disasters happening, we are not managing to get our messages across. I would like to conclude this panel also with giving you the chance for a statement, thinking about if you had one shot at really one major change, one major thing that would change in the world, what would you choose? What would your one shot be if you could change one thing?
Who would like to start? We could start from the middle for a change. John, are you comfortable with? Sure. I'd like to just say that I feel very much like data is not the biggest gap, and that Julian's point, I think, is very well taken. That we need to think much more about how it is that we organize our decisions, how we integrate the data that we have. And just a very quick example of that is when we signed the Colorado Compact in the Colorado River, we had about 30 years of data. That's considered a pretty good amount of data in most parts of the world right now, in the developing world, for starting an infrastructure investment project. And it happened, in some cruel joke of God, to be the wettest 30 years in the past 1,500 years. And now we have more data. We have 1,500 years of data from the Colorado River Basin, and we still can't get out of the mess that we've created. It's not. Data is important, but data is not the solution. It's really about how we ensure that we are using. We're moving beyond uncertainty and moving into confidence. And thinking in a coherent and systematic way about working on robust and flexible solutions for the future. Thanks. Thank you, John. Johannes, you're one shot at a change. Yeah, my change would be to infest everybody with openness and transparency, because I think most of the problems we run into in organizing a better system, and we should really, on a COP related to the climate change, it's not about the day-to-day business that we need to get in order. This is not a water event that is targeted to getting things right in the one or the other river basin. The big thing is how can we really now think about what will be in, I don't know, 50, 100 or more years. And transparency and data sharing is for me the key to really analyze and optimize and enlarge a pie to then share a pie, because we will need to share pies in river basins and across the globe probably if we encounter, I don't know, sea level rises of various meters. This will lead to things that we at the moment don't dare to speak about, but I think we should. For me, the key would be everybody would really be sharing their stuff. Okay. Sharing as an infectious disease. I like that. Blanca. Blanca? Well, I don't have only one idea. I have 3 ideas interlinked. First, I agree. I would say data sharing, and to make it that compulsory for public organizations and international organizations. Compulsory, really. Then it has been mentioned as this idea of a strategic assessment. We don't need data, we need as well common sense. And in that respect, I would like to take the flag of the developing countries, because in developing countries there are no data and we are doing things. And we have been infected by some ideas from the developed world that, oh, you need to have a data before taking decisions. Sometimes yes, sometimes not. And now I see that the developed world is coming back to that idea. So we need to bring examples from the developing world how we have been taking decisions without data. And the 20%, and the last part, we have talked about here a little bit, but is the ethical aspects of these ideas behind data. Who owns the data? About power, there is a power idea behind this, and I think this would be the next, maybe one of the next panel. We need to talk about the ethics behind managing information. Thank you very much, Blanca. Ambassador Suckling, your one wish for the world. Well, my one thought is we all talk about the preciousness of water, and it is infinitely precious, and yet in so many places there's no price on water. So I think in one sense creating markets for water, investing a sense of value and therefore management and control of water, certainly in the Australian experience, once we put a market around irrigation, it was transformative in the way the water was used and managed. Thank you. Thank you very much. Betsy.
Yeah, I guess my one thing would build on a number of the comments, and that would be to take a page from what we're seeing happening in the private sector around disclosure and accountability. So first disclosure and transparency of information, but to apply this to government. Right now there's no accountability mechanism for most countries, certainly in a lot of basins or in watersheds, for whether we're managing water well in terms of quantity and quality. So the SDG 6.4 target, for example, on water scarcity or water quantity could be the beginning of that. We'll see around how well countries are managing water withdrawals and sectoral efficiency. But right now there really is no mechanism for holding government accountable for managing water well and benchmarking how countries are doing. And believe me, that will start to solve some of the data problems too. When people complain that the data is not accurate, it will start to, if there's actually something tied to it, countries and others will start to invest in data as well. Thank you. Transparency and accountability. Sonja? I would say the dream would be that all basins, and especially transponder basins around the world, should have agreements which include provisions for data sharing, should have joint bodies which have enough resources and are empowered to deal with different pressing issues, climate change, but also other pressures, which can develop joint plans and objectives for the basin, and which have information sharing system, monitoring system for the entire basin. And these are actually the part of the indicator on the SDG 6.5.2, which UNESCO and UNECE are together responsible for. And so I hope that by 2030 or later, this goal will be achieved. Thank you. Julien, you're the last one. Your dream. Okay. And if you can, stress the climate change aspect of your dream. Yes, okay. And I've even tried to make it tweetable by making it concise. It would be to increase access to and capacity to use approaches and tools that help make strategic water and intervention decisions despite future uncertainty. So baseline analysis is key for vulnerability assessments, but climate change uncertainty should not be an excuse for no decisions or for bad decisions. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot to all of you. Excuse us for running over the time. I think we started 10 minutes late, so we kept in the time in some way of thinking. I thank you very much. Please give a hand to the panel, and thank you all for being here. Et remercier également nos interprètes qui ont fait un très beau travail toute la journée, qui vont encore continuer d'ailleurs avec la synthèse. Merci à vous.